simplement vos unités, parce que certains dans la salle ne voient peut-être pas que vous venez d'armées très différentes, laquelle vos uniformes différents. Je vous propose de nous raconter un peu l'histoire de votre unité, de manière très simple. Monsieur le sous-préfet, en général, mesdames et messieurs, donc je suis le colonel Cyril Clément, je commande le 501e régiment de chars de combat qui est basé à Beauvais-le-Grand, donc pas très loin ici. Comme son nom l'indique, c'est un régiment de chars de combat qui sert à combattre avec quoi? Avec des chars. Voilà. C'est assez simple, pour vous il n'y a pas trop de difficultés, et tous les jeunes qui franchissent la porte de notre quartier savent pourquoi ils se sont engagés. Donc je commande ce régiment depuis juin de cette année. C'est un régiment qui est relativement jeune. Il est issu de ce qu'on appelle l'artillerie spéciale. L'artillerie spéciale, c'est bien sûr l'ancêtre des chars de combat qui a été créé en septembre 1916, qui est engagé d'emblée dans les combats de la fin de la Première Guerre mondiale, notamment à Méry-au-Bac, encore pas très loin d'ici. Voilà, c'est le premier engagement massif de chars de combat de l'armée française, donc le 16 avril 1917. Les chars de combat sont engagés, mais le 501e régiment d'artillerie spéciale, il est créé un peu plus tard, donc le 13 mai 1918, et il est également tout de suite engagé, notamment dans la contre-offensive de l'été 1918, puis dans les offensives, les dernières offensives de la Première Guerre mondiale. Donc 6 mois d'existence, mais au cours duquel le régiment se couvre de gloire, et toutes ses unités, ses bataillons, ses compagnies combattaient également en Belgique, en France, dans l'est de la France et en Belgique. Entre deux guerres, notamment, le régiment est immédiatement engagé pour une de ses compagnies en Crimée à Odessa. Voilà, l'histoire n'est quand même pas très loin. Où il va combattre contre la révolution bolchevique jusqu'à la fin 1919. Se passe l'entre-deux-guerres, bien sûr la déclaration le début de la Deuxième Guerre mondiale, en août 1939. Le régiment est engagé en format bataillonnaire, donc il est scindé en deux les combats pendant les combats de mai-juin 1940. Et comme la plupart des régiments de l'armée française, il est dissous au moment de l'armistice. Et c'est là que débute la grande épopée du 501e régiment de chars de combat de la France libre. Voilà. Et c'est là où nous puisons aujourd'hui beaucoup de nos valeurs qui animent notre régiment de façon quotidienne. Vous avez tout d'abord une compagnie autonome de chars de combat qui est engagée en Norvège en juin 1940, voilà, à Narvik notamment. Et ils apprennent l'armistice quasiment sur place, et une vingtaine de soldats, de sous-officiers et d'officiers de cette compagnie vont refuser la défaite et repartir avec les Anglais pour rejoindre l'Angleterre. Et ils vont former le noyau de la première compagnie autonome de chars de la France libre, la compagnie de chars du général de Gaulle, c'est vrai qu'ils aimaient s'appeler. Très rapidement, donc, cette première compagnie est créée, puis une deuxième, puis une troisième, et comme vous l'expliquiez, monsieur, certaines unités vont suivre le chemin le plus long. C'est le titre d'un livre des anciens de la première compagnie de chars de France libre, puisqu'ils vont effectivement partir de partout, du Levant, même de Russie. Les fondateurs de la troisième compagnie de chars du régiment vont s'évader de Russie, rejoindre l'Europe de l'Ouest, s'échapper par l'Espagne, passer par le camp, nager, grimper à bord de navires en Espagne pour essayer de rejoindre, comme ils le peuvent, l'Angleterre, l'Afrique du Nord. Bref, tous ces gens, tous ces combattants de la France libre vont se démener pour continuer le combat. Et donc c'est en mai 1943, qui est officiellement recréé le 501e régiment de chars de combat en Tunisie. Et donc il est immédiatement incorporé à la deuxième division blindée du général Leclerc. Entre-temps, bien sûr, ces soldats se sont battus au Levant, en Syrie, parfois contre les Anglais, les Australiens, les Français de Vichy. Ils se sont battus également en Afrique noire, en Afrique du Nord. Ils ont effectué la campagne de Tunisie, participé à la bataille d'El Alamein en 1942. Et ils se reforment sur matériel américain, avec pour objectif, bien sûr, de libérer la métropole. Et donc c'est le cas, le 3 août 1944. La deuxième DB, division blindée, le général Leclerc, débarque à Iqaluit, le 501 en est bien sûr, et débute donc leur épopée pour libérer la France. Et je m'arrête ici, je suis un peu trop long, mais je pense qu'on continuera avec des questions. Monsieur le sous-préfet, mon général, mesdames et messieurs, pour ma part, je suis le lieutenant-colonel Kierch, je commande actuellement le l'escadron de chasse 3
Corse et Quers, sur la protection des convois et la chasse aux loups. C'était leur mission durant toute la guerre, jusqu'à un petit peu après la guerre. La mission a continué après l'armistice pour éviter pour rechercher des sous-marins qui essaient de s'échapper. Et voilà. Histoire assez simple de la flottille. Et ensuite, eh bien, le départ dans la foulée pour l'Indochine pour cette flottille qui est partie en octobre 1945 directement sur un nouveau théâtre. Merci beaucoup pour ce rappel historique. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser. On commence par votre rapport à l'histoire, ou plutôt le rapport de vos hommes à cette histoire, au sein de vos unités. Et peut-être pourrions-nous suivre le parcours d'un jeune engagé. Est-ce que selon vous, cette histoire et ce passé assez glorieux de votre unité est un argument de vente que les jeunes s'engagent, ou est-ce qu'au contraire, ils ont pas grand-chose à faire, ou voilà, quel est ce rapport-là? Ensuite, dans l'ordre. Vous n'êtes pas obligé. Alors, pour le 501e régiment de Charles de Gaulle, bien sûr, l'histoire fait vivre le régiment de manière quotidienne. Je suis arrêté au département de Normandie, et l'épopée du régiment se poursuit avec la libération de Paris dans sa route, où les chars du 501 rentrent en premier dans Paris. Puis ils suivent de peu ceux du 12e régiment de cuirassiers dans la libération de Strasbourg en novembre 1944. Et ils mènent ensuite la course contre notamment la fameuse 101e Airborne en mai 1945 pour s'emparer du Boudaigle d'Adolf Hitler. Et bien sûr, le régiment gagne la course. Certains sont à pied, nous sommes en char de combat. Cette histoire, bien sûr, est prestigieuse. Et en ce moment même, nous fêtons les 80 ans de la libération. C'est bien sûr un argument de vente, particulièrement en ce moment. On a commencé les commémorations sous l'Arc de Triomphe en mai. Nous étions présents à Rambouillet fin août, puis bien sûr à Paris le 25 août pour célébrer les 80 ans de la libération. Et nous suivons à Strasbourg en fin novembre. Et bien sûr, nous n'irons pas jusqu'à la Châtelet, mais de nouveau à Paris en mai célébrer les 80 ans de la prise du Berneuf. Alors, comment cela s'inscrit, comment c'est vendeur pour nos jeunes? Le jeune de nos jours qui choisit de franchir les portes d'un centre de recrutement, de formation de recrutement des forces armées, s'il veut servir dans l'armée de terre, dans les chars de combat, d'une part, notre nom facilite un peu la chose, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas beaucoup de questions, il sait pourquoi il vient, pourquoi il franchit les portes du quartier ensuite à Bordeaux. C'est un régiment de chars de combat. Les autres régiments qui ont des chars ne s'appellent pas comme ça, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Et bien sûr, l'histoire glorieuse se traduit dans la région de l'uniforme, donc c'est Antibes, porter des belles fourragères en couleur de la Croix-de-Guerre 14-18, 39-45, avoir la fourragère de la Croix de la Libération, ce sont des choses qui parlent encore, et pas qu'aux jeunes militaires blancs, mais également aux sous-officiers et aux officiers. Je veux dire que dans la catégorie des officiers et des sous-officiers, ceux qui veulent servir dans les chars militaires, forcément, sont attirés par le 501e régiment Charles de Gaulle, qui est le plus ancien. Et nous surnommons les premiers des chars, ceux des chars. Donc cela, bien sûr, sert et est un bon argument de vente. Et après, l'histoire de la libération est portée, nous sommes toujours partis, maintenant c'est la 2e brigade blindée, c'est depuis la 2e division blindée, nous sommes toujours un des régiments fondateurs de cette unité. Et donc il y a tout cet esprit bleu clair qui irrigue notre histoire quotidienne, qui irrigue notre façon de travailler, aussi bien au niveau du régiment, mais bien sûr au niveau de la brigade. C'est le cas de toutes les autres belles brigades de l'armée française. Mais nous, il y a cette histoire particulière
serment de coup franc, prononcé par Joël Le Maire, le général Leclerc, face à l'oasis de Koufra en Libye. Et ce serment a été respecté. Et les deux jours également, cet état d'esprit du serment de Koufra, bien sûr, les vendeurs, parce que voilà, c'est à fond et jusqu'au bout. Merci beaucoup. Bien. Moi, je souhaiterais une perspective un peu différente, puisque pour un aviateur, pour quelqu'un qui veut intégrer l'armée de l'air, il a finalement l'embarras du choix. Tous les escadrons de chasse sont nommés, sauf un de Seagull de Bruxelles, et sont des provinces libérées, ont toute une histoire qui fait corps avec la Seconde Guerre mondiale. Moi, je dirais plus que par rapport à cette histoire, donc l'attaque au sol, le mitraillage, le bombardement, eh bien, j'ai toujours un lien avec ça, parce que mon avion est toujours spécialisé dans cette mission-là. Et il y a un écho finalement de ce qu'on fait nos anciens pendant la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'on fait encore nous aujourd'hui sur la Lune. Et c'est plutôt peut-être cette proximité de la mission, des fonctions et du couple pilote-mécanicien qui existait à l'époque et qui existe toujours aujourd'hui, qui va transcender les années et qui va toujours parler à l'aviateur qui vient de Trois-Ardennes ou plus largement à Nancy à travers l'escalade de chasse. Moi, je suis assez en compétition avec les autres escadrons. C'est une histoire assez reliée au Seconde mondiale, mais c'est vraiment plus la mission et le type de vol qui va me rattacher à cette histoire. Ce qu'on n'a pas dit depuis le début, peut-être, c'est que vous ne commandez pas du tout les mêmes types d'unités. Vous commandez 1 millidome, peut-être, quasiment. Alors que vous commandez plutôt un petit groupe. Moi, je suis 168 personnels. Voilà. Et beaucoup d'officiers, il me semble. Avec beaucoup d'officiers et surtout beaucoup de sous-officiers. J'ai quasiment 80 sous-officiers, 40 officiers. Un besoin de technicité de par le travail sur l'avion et qui change vraiment effectivement d'un régiment, d'un hôtel, même une flottille. Donc on va y revenir, mais c'est peut-être une transmission de l'histoire assez différente auprès de vos hommes, puisque les officiers ont été formés en école d'officiers, ils ont reçu une mission vraiment différente avec des traditions, etc. Mais ouais, ouais. Moi, je vais commencer par expliquer ma flottille, comme ça, ensuite, de passer sur le côté d'histoire. Donc, moi, j'ai une petite flottille, une toute petite unité, c'est une unité de 25 personnes, à très grande majorité d'officiers. Sur les 25, c'est 22 officiers et deux non-officiers, 3 non-officiers. Voilà. Flottille très différente, majoritairement d'officiers. Notre rapport à l'histoire, un peu comme le temps qu'on aime, toutes les flotilles de l'aéronautique navale ont quand même une grosse histoire, souvent une histoire plus grosse que celle de la 28, une histoire plus fournie que celle de la 28F, surtout sur la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas moi en tout cas, j'ai pas de compétition. C'est pas juste histoire, mon histoire en tant que compétition. Moi, ce sont des jeunes qui sortent d'école. Donc, mon utilisation de l'histoire en flottille, c'est plus pour leur montrer un peu que les missions finalement qu'ils vont faire plus tard quand ils vont changer de flottille, et bien c'était les mêmes que celles qu'on faisait il y a 80 ans. Et que voilà, c'était un état d'esprit. J'ai essayé de leur transmettre un état d'esprit, non pas la Seconde Guerre mondiale, plutôt de l'Indochine, avec la 28F. Plutôt l'état d'esprit de la 28F, de l'Indochine, qui a énormément été cité là-bas avec un esprit de sacrifice assez élevé à ce moment-là. C'est pas tellement un argument de vente, finalement. Non, j'ai pas besoin d'argument de vente, parce que j'en reçois tous les jeunes passent par chez moi, donc j'ai pas vraiment besoin de les forcer à faire. Très bien. Et est-ce que vous pensez que c'était un atout, un vecteur de cohésion au sein de votre unité, ou est-ce que vous n'avez pas besoin de l'histoire, pas besoin de ce passage prestigieux pour souder votre unité? Pour moi, c'est une partie de la cohésion qui peut venir dans l'histoire, puisqu'on a un groupe soudé. Quand on est en groupe, en groupe de marins, on se reconnaît parce qu'on a la fourragère, même si c'est pas la fourragère de la Seconde Guerre mondiale, c'est une fourragère où ça reste
le Mirage 2000, ça provoque quelque chose et ça crée de l'adhésion effectivement à la musique. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais effectivement, l'histoire hérite de notre quotidien. Bien sûr, il y a une mission, on ne démérite pas par rapport aux anciens. Le régiment a été déployé en Afghanistan, quelques temps en arrière, a été déployé au Sahel plusieurs fois. Le régiment va être décoré donc, fin novembre pour son action au Sahel. C'est une histoire qui est vivante. Les soldats peuvent bien sûr s'inspirer de ce qui s'est passé pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais ils y participent également. Alors, le régiment a été cité notamment pour ses actions en Centrafrique. Le détachement du régiment a été commandé par le lieutenant-colonel Gilles, qui est présent ici. Et donc le régiment a été cité pour cette action. Donc tout ceci, en fait, permet de donner une âme, ce qu'on appelle l'esprit de corps, dans les armées, et donc de faciliter le travail effectivement de cohésion, puisque, ce que je dis à mes soldats, c'est qu'elle se travaille au jour le jour. On ne va pas attendre d'être au combat pour tester en fait les liens qui nous unissent. Et donc un régiment, quand il s'engage, une unité, quand il s'engage, il doit avoir une cohésion forte pour pouvoir tenir le choc et tenir dans la durée. C'est ce qui en fait nos anciens ont tenu dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, alors, on aime créer des traditions, mais pour le régiment, comme pour le camarade de l'armée de mer, nos chars, nos véhicules sont baptisés. Voilà. Donc ceux de la première compagnie, qui sont héritiers de ceux qui ont combattu en Norvège, ont comme nom de baptême Narvik, Ankenes. Ceux de la deuxième compagnie, d'autres ont des noms un peu plus traditionnels comme Montmirail. Montmirail, c'est le doux nom. Voilà, ce sont des chars plutôt baptisés avec des thèmes, des noms de bataille de la Première Guerre mondiale, mais ce sont les premiers chars à être rentrés dans Paris. Le troisième escadron a d'autres traditions, et le quatrième escadron, par exemple, qui est l'escadron du Sahel, lui a des noms de chars de la Deuxième Guerre mondiale, mais également des noms tels que Niamey, Wallam, Gao. Voilà, ce sont des lieux où les soldats ont combattu. Ce sont des traditions non pas figées, mais bien vivantes, qui s'adaptent non seulement se calquent sur l'histoire du régiment, qui est une histoire vivante, puisque notre histoire ne s'est pas arrêtée donc à Berchtesgaden en 1945, mais s'est poursuivie en Indochine et dans toutes les opérations extérieures. Effectivement, c'est ce qui fait le sel de notre métier, l'esprit de corps, c'est ce qui nous permet vraiment de tenir dans les moments les plus difficiles. Est-ce que vous savez que les hommes sont plus sûrs d'appartenir à tel ou tel escadron en fonction de son histoire ou pas tant? Alors il y a quand même une petite guerre, voilà, qui est assez saine, hein, une émulation qu'on recherche d'ailleurs, puisqu'il y a, on retrouve à la première compagnie toujours cet état d'esprit des premiers arrivés. Hein, c'est ceux qui sont arrivés de Norvège et qui sont les fondateurs de la première compagnie de chars du général de Gaulle. Voilà. Et ça se ressentait dans les témoignages populaires pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Maintenant, les fourragères, alors, petit cours d'histoire, c'est assez compliqué. Je vous propose ensuite d'aller compléter sur Wikipédia, c'est très bien expliqué. Bon, ce qui est assez simple, c'est la fourragère de la Croix de la Libération, qui a été attribuée aux unités Compagnons de la Libération en 1996 par le président Jacques Chirac, pour rappeler et montrer de façon explicite l'appartenance de certaines unités à cette grande fraternité qui sont les Compagnons de la Libération. Donc elle est aux couleurs du ruban de la Croix de la Libération. Voilà. Elle est donc verte avec des liserés noirs pour marquer le deuil. Et dessus est donc accroché l'insigne de la Libération, qui a été dessiné par Gérard de Gaulle, qui est une épée avec une garde en forme de croix noire. Ensuite, donc moi, j'ai été moins cité que mes camarades, mais le régiment porte la fourragère de la Croix-Guerre 1914-1918. Petite histoire, détenons les traditions, alors ça va vraiment devenir technique, les traditions du premier bataillon de chars légers du 501e régiment d'artillerie spéciale, qui a été cité deux fois à l'ordre de l'armée. Et donc ça donne le droit au port de la fourragère aux couleurs de la croix de la Croix-Guerre 14-18. J'ai fait une petite recherche et il manque des citations, on en a parlé l'autre jour au téléphone. Donc, le régiment a été cité 4 fois pendant sa courte campagne en Première Guerre mondiale, 6 mois. Et certaines de ses compagnies ont même été citées 4 fois, donc portent, elles, les fourragères en couleur de la médaille militaire, qui est encore au-dessus. Et ensuite, dessus, j'ai une petite couleur de la Croix-Guerre 39-45, puisque le régiment a été cité 2 fois pendant la campagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une première fois, on va dire, pour couvrir ses actions de la Norvège jusqu'à la Tunisie. Et ensuite, une deuxième fois pour la campagne de libération de la France, de la Normandie jusqu'à Vercellese. Bon, ça m'en fait le tour. Le reste étant des insignes de spécialité. Il reste bien sûr un insigne. Chef d'opération fait des signes. Voilà. Ce petit rectangle bleu, qui est la Presidential Unit Citation, qui est une décoration américaine et qui a donc été donnée à quelques unités en France, quasiment toutes les unités de la 2e division blindée, une citation, une décoration américaine.
commencer dans l'autre sens par rapport à vous. Je vais commencer par l'appartenance. Nous, toujours pareil, étant la seule unité de soutien au niveau des flottilles. Il n'y a pas vraiment d'état, il n'y a pas une appartenance, la compétition, pareil, je n'ai pas de souci avec ça. Après, je vais faire la tenue. Alors, au niveau de la main, il va encore plus encadrer, je me rends compte. Nous, on a juste le brevet de spécialité que vous aurez à droite. Donc, dans mon cas, c'est pilote de l'aéronautique navale. Après toutes les spécialités, vous aurez soit avec un bateau si la surface, un sous-marin, si un sous-marin, une assez simple. Et le reste, eh bien, spécificité de l'aéronautique navale, vous ne retrouvez nulle part. On a le point blanc sur la manche. Les autres unités n'auront pas les sous-marins ou les surfaciers n'auront pas dans l'instant. Et spécificité de la 28F, la flottille. Donc ça, c'est la fourragère pour la couleur de la Légion d'honneur avec l'olive des théâtres d'opérations extérieures. Elle a été remise pour les 6 citations de la flottille durant la Carnotchie. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Et justement, est-ce que lors de cette remise de fourragère, est-ce que c'est un grand événement pour les jeunes, et en particulier dans la méthode, et quelle importance vos jeunes accordent-ils à cet événement et à ces médailles? Parce que c'est un grand moment pour eux, est-ce que vous avez des petits témoignages particuliers? Le jeune qui arrive au régiment va suivre, on va dire, un petit rite initiatique. Donc, bien sûr, qu'il soit officier, sous-officier ou militaire de rang, il va suivre une formation initiale qui va durer de 3 ans pour les officiers, 2 ou 3 ans pour les officiers, à 3 mois pour les militaires de rang. Bien sûr, tout cela est marqué par les jeunes, pour marquer leur avancée, marquer les étapes dans leur vie militaire. Donc, la première, je parle spécifiquement pour le 501, parce que chaque régiment a sa propre tradition. Mais voilà, nos jeunes vont d'abord arriver et porter un béret avec le massif de la cavalerie. Ils vont apprendre à marcher ou pas, à chanter, créer la cohésion. Puis après, ils vont faire une petite marche. Le chef d'opération qui fait 10 ou 15 km. Voilà. C'est la première marche longue, certains n'ont jamais vu en marcher pas. Donc ils vont recevoir le béret noir. Voilà. Le béret noir, ça c'est le béret noir des chars de combat qui portent dessus donc la bombarde. Ils vont recevoir ce béret, ça va être la première étape. Donc je dis des bêtises, ils marchent même 25 km parce que j'ai marché avec eux il y a 3 semaines. Et donc ils reçoivent leur béret noir des mains de leur chef de corps au petit matin. Normalement, en général, il y a de la brume. Les loups ne sont pas encore rentrés dans leur tanière. Ils ont survécu à leur première épreuve, 25 km. Donc je leur emmène, ça dépend. C'était devant le monument aux morts du régiment. Parfois, c'est au monument aux morts des chars de combat qui est à Vérénovac. Et donc, je leur remets sur la première étape. Deuxième étape, c'est ils vont poursuivre une formation plus technique. Ils vont à nouveau faire une marche un peu plus longue. Et là, on va leur remettre leur béret de tradition, qui est un béret un peu plus grand, qui est un peu plus large, qui ressemble au béret qu'avaient nos anciens pour la première et la deuxième guerre mondiale. Et dernièrement, vous en parliez, les fourragères. Ça va véritablement marquer leur entrée dans le régiment. C'est la première prise d'armes à laquelle ils participent. Ils vont être présentés à l'étendard du régiment. Donc c'est un rite initiatique qui est dans toutes les écoles d'officiers, sous-officiers, également dans les régiments, dans les militaires de France. C'est-à-dire qu'on présente les jeunes à leur drapeau, le panache blanc dans le 4. Donc c'est l'étendard du régiment, c'est leur signe de ralliement. Ça marque réellement leur entrée, pleine entrée dans la vie régimentaire, puisqu'après, en fait, ils vont rejoindre leurs compagnons
d'histoire militaire. Mais plus précisément, effectivement, les exercices tactiques, on fait notamment donc, des staffrades. Voilà. Le staffrade, ça sort l'état-major, les chefs de régiment, et puis on étudie effectivement les batailles. Alors, pas qu'au régiment, ça se fait en école également. Et donc on essaye, le prochain c'est en Oise, en février. On va étudier les batailles qui s'est déroulées là-bas. Il y a quelques années, le régiment avait fait une marche quasiment de Utah Beach du Mont-Bellot pour voir les grandes batailles, les grandes actions du régiment dans la campagne de la Libération. Et plus récemment, donc, il y a un part, c'était il y a 2 ans, où effectivement on a fait un exercice régimentaire en 4 jours, et on était à Montcornet. Montcornet, c'est une bataille de chars en 1940. Mon prédécesseur avait fait ça à Stone, une grande bataille de chars, Verdun en 1940. Un village qui a été plus de 30 fois. Donc à chaque fois, effectivement, on essaye, quand on peut, bien sûr, d'étudier l'histoire pour voir des schématiques, voir ce qui s'est passé, et voir comment nous aurions pu jouer la valeur avec nos moyens techniques de l'époque. Qu'est-ce que ça suscite chez les jeunes de rejouer ces parties d'histoire? Parce que je me souviens particulièrement à Saint-Cyr, on voit les officiers passer 3 jours, il me semble, 2-3 jours à Verdun. Ça m'avait beaucoup impressionné de marcher entre nous dans ces tranchées, d'imaginer tout ce que les hommes ont vécu. Est-ce que vous avez l'impression que les hommes sont touchés du fait de rejouer ces éléments-là? Voilà, qu'est-ce que ça leur fait? Est-ce que vous avez peur de les sonder? Est-ce que c'est juste tactique? Ce genre d'exercice, on le fait plus avec les sous-officiers et les officiers, plutôt qu'avec les militaires de rang, même si ça se fait. J'ai une compagnie qui, en début d'année, partira en Alsace à Grussenheim, qui est la deuxième compagnie qui a combattu, qui a mené des combats très durs dans la campagne d'Alsace en hiver 44-45. Donc là, ils vont partir à pied, on ne peut pas partir avec leur char de combat, malheureusement pas les autorisations pour étudier cette bataille, et on va créer de la cohésion autour de la mémoire des anciens, renforcer l'esprit de corps de cette compagnie. J'ai bien sûr donné ma bénédiction au capitaine, qui part en 1 semaine avec tous ces hommes, pour étudier telle position, parce que c'est assez bien documenté. Telle position, tel char était posté, à tel endroit il y avait tel canon anti-char, à tel endroit il y avait échauffourée, à tel endroit il y avait vraiment une bataille de chars. Donc c'est bien sûr assez intéressant. Alors, sonder les militaires de l'ange, je n'ai pas encore fait. En tout cas, au niveau des sous-officiers et des officiers, c'est toujours très intéressant. Après un exercice, effectivement, c'est dire, nous on a joué cette manœuvre-là, on a joué ça. Et ensuite de voir, en fait, nos anciens, le terrain a un peu changé, jouer telle mission. Voilà, ils sont heurtés à tel obstacle. C'est toujours intéressant de voir certains schémas se reproduisent assez naturellement, de voir comment nous réfléchissons avec nos moyens modernes. Maintenant, je vais sortir un peu de la Seconde Guerre mondiale. Moi, mon communauté, en janvier 87, a mené un raid sur Ouagadougou, donc au nord du Tchad. À cette époque, le général Kadhafi envahit depuis la Libye le Tchad et le Descendjas 3 Ardennes effectue un raid où il détruit notamment les défenses anti-aériennes qui sont présentes sur cet aéroport, ce qui déclenche bien une retraite des forces libyennes. Et c'est vrai qu'on est toujours en ce moment déployé à Kabila. Et le fait de rejouer le raid, on a toujours les cartes avec les attaques qui ont été effectuées ce jour-là. Mais ça pose effectivement les mêmes problèmes. On se dit, tiens, comment on voit la difficulté aussi qu'il y avait à faire des choses très concrètes. Et même maintenant, sur une revue, on se dit, tiens, c'est pas évident et ça apporte un peu de fierté déjà de réussir à reproduire et ça nous permet de nous confronter vraiment avec un réel concret et histoire. Si je peux me permettre, moi je suis allé au Tchad il y a 10 ans. Ce qui est assez fantastique, c'est qu'on voit encore les signes, les marques des combats. On ne trouve plus encore de carcasses de chars allemands en Alsace. En France, quand on remonte vers le nord du Tchad, en Tibesti, l'histoire de nos deux unités se croise. On croise encore des chars libyens, des blindés libyens explosés, certains avec encore les rampes de missiles dressées
de suivre la trace des combats et le passage de l'armée de l'air du Tchad vers la Libye. Justement, vous avez parlé, pardon, vous avez beaucoup parlé des anciens. Je veux savoir quelle place occupait les témoignages des anciens ensemble bosniens. Est-ce que ces témoignages est souvent, est-ce qu'on s'y réfère assez souvent? Est-ce que les hommes sont intéressés par ce qui s'est passé avant, par l'histoire vécue? Ou finalement, ils savent que c'est assez lointain et même trop loin? Écoutez, moi j'ai toujours avec moi, je faisais l'armée, mais
surtout beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale. Je voulais savoir quelle était finalement la part des combats de la libération dans toute votre histoire. Est-ce que c'est une toute petite part par rapport à la Première Guerre mondiale et à la guerre d'Indochine, ou voilà, quelle place vous donnez à ces combats de la libération au sein de votre histoire? Alors, c'est assez étrange pour le régiment parce qu'on avait vraiment été recréé en 1943 donc, comme régiment de la France libre. Mais nos fêtes régimentaires sont tous effectivement fondées sur l'histoire de la Première Guerre mondiale. On a deux fêtes régimentaires. C'est la création de l'artillerie spéciale, parce qu'on est le dernier régiment héritier de l'artillerie spéciale, donc ça c'est le 30 septembre. Et on fête la victoire, la défaite glorieuse de Berry-au-Bac, le premier engagement de char. Donc ça, on fait ça le 16 avril. Effectivement, je fais partie d'une petite recherche que j'ai fait cette année, donc on fait assez peu de cérémonies, on a assez peu de fêtes régimentaires qui se basent sur la Deuxième Guerre mondiale, comme ça je souhaiterais que ça change. Et donc, c'est ce qu'on va faire le 5 mai à Paris, fêter la prise du Berbeau qui marque véritablement en fait, la fin de la campagne du 501 dans la Deuxième Guerre mondiale, qui aura débuté par la défaite de 40, ce sera soldé par la victoire de 45. Donc ça, je couperai ça, c'est encore en réflexion, avec un Berry-au-Bac. En fait, on fêtera tous les ans Berry-au-Bac et aux anniversaires, en particulier tous les 5 ans, je n'ai pas encore fini de réfléchir, on fêtera plus particulièrement donc, la fin de la campagne du 501, le 5 mai 1945. De mon côté, mis à part la création de l'escadron en octobre 1943 et l'épopée qu'on a suivie depuis le Liban jusque sous les Luxeuil, le seul anniversaire, vraiment, c'est vraiment l'anniversaire de la création et la commémoration marquante, elle est plutôt là. Et après, on dérive plus sur la crise de Suez ou le travail en Libye en 87 et on complète ça, mais je pourrais pas dire que la Seconde Guerre mondiale est une partie vraiment importante dans l'historique ou la pratique quotidienne. Au niveau de l'histoire de la flottille, donc, elle a été créée en 1944, ça a été en 1963. On voit déjà que le barrage de la flottille est plus sur Indochine que sur la Seconde mondiale. Et en effet, la Seconde mondiale a été très courte finalement, avec peu d'engagement, beaucoup de missions mais peu d'engagement. L'Indochine a été marquée par beaucoup de missions, beaucoup d'engagement, et ensuite il y a eu l'Algérie où il y avait peu d'engagement, un petit peu plus d'engagement qu'en Seconde mondiale. Le bas, c'est plutôt sur l'Indochine au niveau de la flottille. Je voulais savoir, avant de laisser la parole au public, est-ce que vous organisez des événements pour justement s'ouvrir un peu sur le monde civil et présenter votre régiment et tout l'historique du régiment, je sais pas, dans des journées en accueillant des jeunes collégiens, est-ce que ça vous arrive d'organiser ça? Donc, pour le régiment, nous avons 4 classes de défense qui essaient de faire des arrivées groupées, sinon ça nous occupe bien. Alors, on devrait peut-être avoir une 5e également, puisqu'on est assez sollicité. Donc effectivement, ils viennent pour visiter. Alors de temps en temps, on essaie de grouper ça, bien sûr, avec d'autres actions. On va nous passer notre temps à être dans la présentation, parce qu'on a quand même un vrai métier derrière, qui est libérationnel. Et donc, il y avait de temps en temps, on organise de temps en temps des journées portes ouvertes, qui sont quelque chose d'assez lourd à organiser. En ce moment, le régiment est vraiment pris dans le flot des commémorations de 80 ans, avec, c'est pas spécifique à cette année, hein, mais là c'est particulièrement influence que les autres années. Mais globalement, on est toujours en fait sollicité tous les ans. Le régiment est toujours présent à Rambouillet le 23 août, à Paris le 25 août, à Strasbourg le 23 novembre. Donc en fait, on est, ça vient pas de moi, de nous en demandant, mais on est toujours très sollicité pour effectivement faire de la représentation extérieure. Et donc on accueille régulièrement des classes de défense, l'école de guerre va venir chez nous le 25 novembre. On reçoit en 2022, nous avons reçu d'autres ce qu'on appelle des unités de planification, dans le cadre de l'OTAN, etc. Des membres d'autres forces armées, alliés ou amis, qui viennent au régiment pour voir le régiment, nos capacités de combat, etc. Et bien sûr, l'armée de
globalement, ça présente le métier de l'arbitraire. Ça tourne de temps en temps, le régiment est sollicité pour présenter ses capacités à l'extérieur. Mais on est quand même bien occupé. J'ai un escadron qui est aux Émirats Arabes Unis, du monde en Irak, l'autre moitié du régiment qui est en manœuvre. Donc, tout cela, on fait ça sur notre temps libre, si on en a. Moi, je suis un peu plus petit, avec mon char de combat. Donc, à mon niveau, c'est vraiment une relation
créé pour ça, c'est pour ça qu'on a des chars Leclerc, 58 tonnes, bon, c'est à 50-60 km/h. Voilà. Ça a toujours été le travail du régiment que tous les régiments de chars de combat, bien sûr, mais de rompre le front et d'emporter la décision. C'est pour ça qu'on a été créé. Ça joue maintenant, donc la haute intensité, bon, elle n'est pas la même Première Guerre mondiale que Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les évolutions technologiques qu'on peut voir maintenant, notamment la transparence du champ de bataille, les drones de combat, les drones suicides, les drones kamikazes, qui sont des nouvelles menaces, mais qu'on prend en compte, et en partenariat avec les entreprises de la marine notamment, pour avoir des drones pour pouvoir accoutumer nos équipages de chars aux nouvelles menaces. Même les drones, c'est très simple. C'est le char qui est mal posté, un drone qui vole au-dessus, qui lâche un ballon de baudruche rempli de peinture, équipage détruit. En fait, bien sûr, on puise dans l'histoire pour une force morale, la cohésion du groupe, mais on est bien sûr obligé de suivre les évolutions technologiques pour s'adapter au combat moderne. Le concept de char, entre guillemets, n'a pas beaucoup évolué, mais toute la menace, tout l'environnement autour qui crée la haute intensité moderne, elle a évolué. Donc là-dessus, bien sûr, on a une petite équipe qui est en charge justement de faire l'anticipation. C'est pas qu'au niveau régimentaire, ça remonte justement des armées, mais à notre petit niveau, de voir quelles sont les évolutions et comment nous on peut s'y adapter à notre niveau avec les moyens qu'on a. Merci beaucoup. Je laisse la parole au public si certains ont des questions. Merci beaucoup, messieurs les officiers supérieurs. Merci, Chloé. Historien de la vie que je suis, pense aussi à ce qui s'est passé aux 70 ans de la guerre de la fin de la guerre du Vietnam, à la fin de la guerre du Pacifique aussi, les 80 ans. Est-ce que pour vos régiments, c'est aussi un moment de recueillement, de souvenirs, parce que c'était des moments très meurtriers aussi? Alors, le régiment, on est tous les ans à Berry-au-Bac, devant le monument nord des chars d'assaut. C'est évident, c'est à une demi-heure du régiment. On y va très régulièrement, le jeu passe par champ. C'est bien sûr des moments de recueillement. Pour la petite anecdote, moi j'ai un de mes arrière-grands-oncles qui est sur le monument nord des chars d'assaut, donc c'est quelque chose qui me parle. Et bien sûr, avec les derniers témoignages, les derniers témoins qui disparaissent, c'est nous, les chefs, des unités, c'est vraiment un travail collectif de faire du 7 mémoire. Donc effectivement, tous ces anniversaires sont des moments marquants, mais en ne mettant pas ces anniversaires tous les 10 ans pour commémorer nos morts. Donc ça a été très bien expliqué par le commandant sur en fait expliquer à nos jeunes qu'avec le retour de la haute intensité, le retour très beau, la guerre est de retour en Europe, un conflit est très probable, possible. Il y a cette hypothèse de la mort qui doit être prise en compte. Et donc, c'est pas anodin les années face à des mouvements morts qui vont en fait, et on a un régiment, je pense que ça parle pour vous, des albums photos, des recueils avec les photos de tous les gens, et on retrouve les gens en photo sur les monuments, sont inscrits sur les monuments morts. Donc, c'est quelque chose qui est très prégnant. On ne fait pas non plus l'ambiance de travail permanente, mais c'est quelque chose quand même qu'on explique à nos petits jeunes et moins jeunes. Parce que moi, le premier, j'ai vécu de haute intensité. On va dire une demi-heure lors d'une opération, mais quelque chose de très efficace. J'ai pas connu 4 ans d'hier après la guerre mondiale où les 2 années, 18 mois de combat de août 44 à mai, de mai 43 à mai 45. Et donc effectivement se recueillir, penser à la mort comme une hypothèse de
Niger, j'ai été en 2021-2022. C'est-à-dire que les gars partaient pendant 3 semaines dans le désert, donc on venait un peu améri. Mais quand ils rentraient, ils avaient une douche, ils avaient la nourriture chaude, ils avaient internet, voilà, ils se remettaient en condition et c'était reparti. Voilà, c'était pas à 4 ans de guerre, les pieds dans les tranchées à l'herbe, ni l'incertitude complète des évadés de Russie pour rejoindre la France libre, ou ceux qui ont fait le grand détour par la Méditerranée, l'Afrique du Nord, pour en finale débarquer en Normandie et aller jusqu'en Allemagne. On n'a pas eu la même vie. Il faut savoir remettre les choses à leur place. Bien sûr, dire à tout le monde, on ne le souhaite pas, mais c'est possible. Ouais, effectivement, plus que la commémoration d'une bataille, de la fin d'une guerre, c'est plus la commémoration de grands aviateurs, notamment le 11 septembre, le capitaine Zimmer, qui est l'historien, vous savez ça, au combat, au moment où je me donne le 11 septembre 1917, qu'on vient célébrer, et c'est plus à travers effectivement des témoignages et des grandes figures, on vient se confronter à l'histoire, à la fois en faisant vivre l'histoire de l'escadron, en la racontant et en expliquant, et en allant tirer les grands exemples avec des grands aviateurs qui ont participé à ces combats. Pour la marine, on est assez proche de l'ordinaire. On commémore tous les ans les disparus de la route totale. C'était jeudi dernier. C'était hier. Voilà. Mais contrairement aux autres armées, on ne commémore pas une personne spécifique. On est beaucoup plus vague. Mais on a toujours un temps de recueillement pour les morts en mission, disparus en mission de l'Atlantique naval. Après, pour revenir à ce que vous disiez, en effet, ce temps de commémoration permet aussi de leur rappeler, comme je disais tout à l'heure, que la mort, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir accepter de recevoir aussi. Moi j'ai une question par rapport aux mémoires parallèles à celle de l'histoire de vos régiments respectifs. Souvent quand vous allez parler des civils, vous allez parler des morts, des victimes, mais également des populations à protéger. Et quand vous allez parler des vainqueurs, des combattants, vous allez parler des militaires, vous allez parler de nos anciens. Évidemment, on se reconnaît toujours plus dans ce qui nous ressemble, donc vous êtes forcément plus touché par le récit de vos anciens que ceux des autres. Mais quelle place occupe la mémoire, par exemple, de la résistance civile au sein de l'armée? Quel respect leur accordez-vous? Est-ce que vous leur accordez des mémoires? Et également en parallèle, est-ce que vous avez une place pour les militaires des armées étrangères alliées que vous allez commémorer aussi? Pour la résistance, le régiment est le régiment France libre. Donc en fait, on commémore les campagnes de la France libre. Après, les commémorations de la résistance, c'est au niveau national. Ça se joue. Vraiment, c'est quelque chose qui me touche. Mon grand-père maternel était officier bâti, il a basculé dans la clandestinité, dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a certains régiments, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais certains régiments portent dans leur pied, dans le pied de leur drapeau, les faits d'armes de la résistance. Parce qu'en fait, il y a, pour l'armée de terre, certains régiments, en 1940, ont basculé quasiment entièrement dans la clandestinité et dans la résistance. Je pense notamment au bataillon chasseur alpin, 27e bataillon chasseur alpin, où quasiment tous partis dans le plateau des Glières. Il doit avoir le premier régiment d'infanterie qui doit avoir inscrit dans ses piles de Morvan, résistance Morvan 1944. Je ne connais pas tout par cœur. J'ai pas mal de trucs à apprendre avec mon régiment. Je crois qu'il doit y avoir un autre régiment qui a résistance Bourgogne. En fait, ce sont les régiments qui ont basculé dans la clandestinité et qui ont, en 1944, au moment de nos amalgames, provoqués par Général Delattre, le passage de la première armée, en fait, on recrée des régiments avec les forces françaises de l'intérieur, les jeunes résistants, à peine formés. Certains sont venus garnir les rangs des régiments qui passaient
sûr, en termes alliés, alors c'est pas tous les jours qu'on est avec des unités alliées, mais moi j'étais en Irak en du 11 novembre 2017, bien sûr, on a commémoré la fin de la Première Guerre mondiale. Donc nous avec les Bleuets et tous les autres avec des copines. Donc ça se commémore. Et donc dès qu'on peut, en fait, nous on a le régiment est jumelé avec le régiment, le Royal Tank Regiment, qui est notre équivalent britannique. Donc eux viennent commémorer Cambrai, la bataille de Cambrai. Donc on est invité tous les ans en une délégation. Voilà, comme les Britanniques savent bien fêter les choses, c'est
Fontaine n'était pas à Narvik. Il y avait 19 de ces hommes y étaient. Donc pour la 13e DVLE, je crois qu'ils ont bien se souvenir effectivement de Narvik, notamment de leur tenue. Je crois qu'ils ont une tradition spéciale, la tenue de Narvik. Juste un commentaire. Le premier des officiers qui a été détaché au service de libération est actuellement le chef d'opération de la 13e DVLE, le lieutenant-colonel Stéphane Messard, qui a passé presque un mois là. Donc il y a des liens, mais qui sont assez distendus, puisqu'en fait, historiquement, le 501 n'était pas. Donc c'est une de mes missions, c'est de retrouver, parce que cette compagnie a été citée à l'ordre de l'armée pour cette campagne de Narvik, et donc d'établir un lien de filiation entre cette compagnie et la première compagnie de mon régiment, qui a été recréée à la base de cette compagnie. Mais pour l'instant, j'en suis qu'au début des travaux avec le bureau organisation d'Argentère et le service historique de la défense. Simplement pour compléter, parce que c'est un lien avec ce que vous disiez. Oui, un lien avec la question qui est posée sur les liens avec la résistance intérieure, c'est qu'au moment de la panthéonisation de Missak Manouchian, les cercueils de Missak et Manouchian étaient portés par la 13e DVLE. Donc la symbolique était extrêmement forte. Alors il y a eu quelques imbéciles que je ne citerai pas, je peux donner les noms sans problème, qui ont fait des papiers sur le thème ah oui, on habille des légionnaires, ça prouve bien que Macron essaye de faire des sourires au Front National, au Rassemblement National. Ça, c'était un grand moment. Je passe les commentaires que je peux faire, mais vous n'avez évidemment pas du tout en tête cette histoire de la DVLE. Cette symbolique-là était quand même extrêmement forte. C'est un des grands moments de la panthéonisation du Manouchian. Bonsoir. Je crois qu'un d'entre nous est passé à côté du grand événement international des derniers jours. C'est bien sûr la sortie de Call of Duty Black Ops 6. Ce que je veux dire par là, c'est l'un des grands vecteurs aujourd'hui d'histoire militaire sur les jeux vidéo et le cinéma. Est-ce que ces vecteurs ont une incidence dans la manière dont est vécue l'histoire par vos hommes, ou plus largement vos armes? Je vais parler de World of Tanks, parce qu'effectivement j'ai pas mal de réactions à ces jeux. En plus, certainement, après, on se sert de la simulation. On n'est pas sur des Call of Duty, nous, mais on est sur Arma, un jeu un peu plus ancien, mais qui a été mis à jour avec que du matériel de l'armée française et que du matériel en face, tout le matériel, que ce soit américain, de Varsovie, etc. Donc on se sert non pas pour l'histoire, mais pour l'entraînement des soldats. Donc avant de partir sur le terrain et dépenser les sous du contribuable, les soldats s'entraînent en simulation, plusieurs systèmes de simulation, dont un jeu vidéo. On va créer, on va comme ça, on va créer des équipages.
deuxième guerre mondiale.